pour moi, ce qui permet aux mères de vivre bien leur grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est d'être bien soutenues. Mais pour être bien soutenue, il faut que l'autre personne soit prête et qu'elle soit accompagnée aussi. Moi, je fais ça pour les mamans. C'est en soutenant les papas qu'on peut mieux soutenir les mamans, parce qu'il y a un truc qui manque là, et on a besoin d'un pilier, on a besoin de quelqu'un qui, pendant qu'on est en montagne russe d'hormones, garde un peu la stabilité et peut vraiment nous soutenir. Devenir père, c'est souvent une révolution intérieure. Et pourtant, on prépare rarement les hommes à ce bouleversement. Grossesse, accouchement, postpartum, tout est pensé pour la mère, ou presque. Mais alors, où est la place des papas? Que vivent-ils réellement et surtout, comment mieux les accompagner? Aujourd'hui, je reçois Susana Núñez, créatrice du podcast Gardien de la naissance, une série audio qui donne la parole aux pères et aux professionnels qui les entourent. Je m'appelle Yohan Payou, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans le 39e épisode d'Ici et vous, saison 2. Bonjour Susana. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va donc parler des papas aujourd'hui, des papas qu'on oublie un peu trop souvent et qui eux-mêmes s'oublient, eux aussi, trop souvent, comme tu vas nous l'expliquer. Alors, on va prendre le temps de mieux te connaître d'abord, de revenir sur ton histoire, tes engagements, sur ce qui t'a amené à créer le podcast Gardien de la naissance. Tu as été d'abord entrepreneur pendant plus de 10 ans dans un tout autre univers, c'est Oui, ça? tout à fait, dans la finance. Dans la finance. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie? Alors, je suis devenue mère. Et là, grand bouleversement. Je me suis rendu compte que même si j'aimais beaucoup mon métier, que j'y mettais quand même du sens, j'étais dans la finance à impact, je me suis rendu compte que je découvrais un univers qui me passionnait encore plus, qui me posait encore plus de questions et qui me semblait avoir un impact beaucoup plus important, parce qu'on parle bien de nos bébés, des jeunes parents, et en fait, l'impact sociétal, il est immédiat. La manière dont on accompagne les jeunes parents aujourd'hui, l'impact sociétal est immédiat. Mais c'est-à-dire que tu as pris ça en pleine figure Je n'ai jamais été sûre de vouloir être maman déjà. Les histoires que j'entendais autour de la maternité, ça ne me parlait pas plus que ça. Et un jour, avec mon compagnon, on se décide, OK, on va essayer. Et un mois plus tard, j'étais enceinte. Donc c'était quand même très rapide. Et ensuite, c'était toute une construction parce que je n'avais pas les modèles autour de moi qui correspondaient à ce que j'avais envie pour moi, pour mon bébé, que ce soit en termes d'accouchement. Je ne me projetais pas du tout à la maternité, par exemple, dans un milieu médicalisé, et que ce soit en termes d'éducation aussi. Donc il a fallu tout reprendre, toutes les bases. Et je me suis rendu compte qu'en France, on est assez seul en tant que parent. Ouais. Parce que toi, de quelle manière tu te projetais avec ton futur enfant? En fait, moi déjà, je rêvais d'accoucher chez moi. Je ne savais pas si c'était possible, mais je rêvais vraiment la nuit, je rêvais que j'accouchais chez moi, dans ma salle de bain. Et en tant que parent, je rêvais de quelque chose beaucoup plus autour de la bienveillance, de l'amour en fait, beaucoup plus ouverte vis-à-vis de l'enfant et de ses droits, parce qu'un enfant, c'est pas que des devoirs, c'est des droits aussi. En fait, c'est un être humain et aujourd'hui, je crois qu'on a tendance à l'oublier. Et dans mon éducation, c'était pas du tout ça. Donc, il a fallu vraiment tout reprendre. Moi, je suis née par césarienne, par exemple, dans un milieu très médicalisé. C'est ça que j'ai entendu comme récit. Et là, je voulais faire vraiment très différent à tous les niveaux. Toi, tu es née en France? Non, je suis née au Portugal. Je suis portugaise, j'y ai vécu pendant 20 ans. Et au Portugal, c'est comme en France, au niveau de la naissance, justement? Au Portugal, c'est un peu différent parce que, en fait, le congé paternité, il est beaucoup plus long. Il est de 6 mois pour chaque parent. Et on a des bonus s'il y a un moment où il n'est pas pris en commun avec la maman, donc où le papa reste seul avec le bébé. Et donc, en fait, ça a un impact immédiat sur le lien père-enfant déjà. Donc, la relation père-enfant est déjà un peu différente. Et aussi sur les inégalités hommes-femmes, notamment au travail. Et même si aujourd'hui ça est en train de changer en France, ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on a déjà au Portugal. Donc le contexte il est très différent. Ouais. Donc on a des choses à aller prendre chez nos amis portugais, c'est ça que tu me dis? Pas tout, mais sur ce sujet, oui. Tu passes en mode maternité. Qu'est-ce qui fait que là tu lâches complètement ta vie d'avant?
Je ne lâche pas tout de suite. Je l'ai lâché complètement qu'à la naissance de mon deuxième enfant, 2 ans plus tard. Mais en fait, dès le premier enfant, en postpartum, j'ai écrit des pages et des pages. En fait, j'aurais pu écrire un livre, mais j'avais besoin de sortir tout ça, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris. Comment j'avais vu aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont des enfants exactement en même temps que moi, avec quelques mois de différence. Et en fait, j'ai vu des expériences très, très, très différentes, toutes en même temps. Et donc, j'ai vraiment beaucoup écrit. Et ensuite, j'ai eu envie de me former. Je ne savais pas trop encore quoi faire, mais je savais que je voulais explorer cet univers-là. C'est là que j'ai décidé de me former en tant que doula. Donc, les doulas, c'est des femmes qui accompagnent d'autres femmes sur plein de sujets, mais souvent sur le sujet de la grossesse, de l'accouchement, de postpartum, parce que en fait, je voulais comprendre cet univers-là un peu mieux et avoir des outils. Déjà au niveau personnel aussi, parce que je me suis dit, mon premier bébé était une fille, donc il faut que je sache l'accompagner aussi dans ces étapes-là plus tard. Je sentais que je n'avais pas les outils qu'il fallait. Donc oui, déjà au niveau personnel, et ensuite peut-être pour construire quelque chose à un niveau professionnel. Moi, j'ai toujours été entrepreneuse dans l'esprit, j'ai toujours monté des projets, même quand j'étais à l'école. Je montais des projets, voilà, c'est quelque chose qui est inné en moi. Et donc, je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec moi, mais je savais déjà que j'allais créer quelque chose avec, oui. Et ton premier enfant, du coup, tu as pu accoucher à la maison? Non. En fait, dans le monde de la naissance, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, mon premier enfant, ma fille, j'ai effectivement préparé un accouchement à la maison avec une sage-femme, mais elle était en siège, et quand les bébés sont en siège, il y a un risque qui est quand même un peu plus important et que je n'ai pas voulu prendre, et que la sage-femme n'acceptait pas de prendre non plus. Donc, voilà. Et donc, j'ai accouché en maternité, j'ai fini en césarienne, comme moi-même, je suis née en césarienne, donc avec tout ce que je n'avais pas envie. Mais en fait, et c'est pour ça aussi, du coup, l'histoire derrière Gardien de la naissance, c'est que même si j'ai eu tout ce que je n'avais pas envie, je l'ai vécu d'une manière très apaisée. Parce que j'étais prête, parce que mon compagnon était là, il était prêt, il savait me soutenir d'une manière qui m'aidait vraiment, en fait. Il n'essayait pas de me sauver, il a juste essayé de m'encourager au bon moment, me faire prendre du recul, voilà. Et donc, j'ai pu vivre une césarienne qui aurait pu être traumatique, et en fait, pas du tout. Parce qu'il était là et qu'il savait comment m'accompagner à ce moment-là. Et comment il savait comment t'accompagner? Il s'était renseigné, ou c'est toi qui l'avais briefé? Parce qu'en fait, quand on prépare un accouchement à domicile, c'est différent. Même les sages-femmes adoptent une posture différente. Elles veulent vraiment accompagner les pères pour que le jour J, elles arrivent le plus tard possible. Avant, c'est que le père qui est là, ou le partenaire. Et donc, il faut qu'il sache quoi faire. Il ne faut pas qu'il panique, il faut qu'il comprenne quelles sont les différentes étapes, à quel moment les appeler, comment préparer l'espace, quels outils utiliser, s'il y a des douleurs, s'il y a de l'inconfort, si ça n'avance pas. Voilà. Et du coup, ils sont vraiment formés à être le gardien de cet espace et le vrai soutien. Et donc, même si finalement on n'a pas fait ça à la maison, il avait tout ce bagage, tous ces outils qu'il a pu transposer dans un espace médicalisé. Même par rapport à l'équipe médicale, par exemple, il se sentait beaucoup plus à l'aise parce qu'il savait ce qui se passait. Donc, même s'il venait nous dire, voilà, là, il faudrait faire ça ou telle intervention, il était en mesure de les questionner, de demander pourquoi et de comprendre si c'était vraiment pertinent, parce que parfois, c'est juste dans leurs habitudes, leur routine, et comme personne ne questionne, en fait, on rentre dans une cascade d'intervention qui n'est pas forcément la plus adaptée. Donc, ouais, c'était vraiment intéressant. Et pour toi, c'était rassurant, j'imagine. Oui, parce que du coup, je pouvais lâcher prise, je savais qu'il était là. C'était pas à moi de me défendre, j'avais quelqu'un pour me défendre, et moi, je pouvais. Et c'est ça qui devrait se passer quand on accouche, c'est qu'on reste dans notre bulle et on peut lâcher prise, on fait confiance parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour tenir l'espace et pour nous défendre, pour nous protéger si nécessaire. Ton deuxième enfant, tu as pu accoucher à la maison? Oui. Oui, tout à fait, oui. Ça correspondait, en fait, je le savais au plus profond de moi, je le savais parce que je l'avais rêvé et je savais que c'était un passage pour moi. Après, ce n'est pas forcément, c'est pas ce que je recommande à tout le monde. Il y a des personnes qui sont rassurées par le monde médical, il y a des grossesses à risque,
Voilà, donc c'est pas ce que je recommande à tout le monde, mais ceux qui veulent vivre qui veulent vivre un accouchement physiologique, la maison, c'est l'endroit le plus physiologique possible, en fait. Et avec une sage-femme qui est formée, le risque, il est vraiment très, très réduit. Donc tu te formes et ce qui ressort très vite, c'est une attention particulière que tu souhaites donner au père. Pourquoi ce choix? Souvent on pose cette question, parce qu'en fait, même dans ma formation de doula, on ne parlait pas beaucoup des partenaires. On accompagne la mère pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum, parfois le couple, mais le père en tant que tel, pas vraiment. Et moi, ça me posait question parce que pour moi, ce qui permet aux mères de vivre bien leur grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est d'être bien soutenues. Mais pour être bien soutenue, il faut que l'autre personne soit prête et qu'elle soit accompagnée aussi. Et donc, je trouvais qu'il y avait un vrai décalage et qu'on manquait d'outils. En fait, il n'y a rien pour les pères aujourd'hui en France. Au mieux, ils sont invités au rendez-vous avec les sages-femmes où on va parler du corps de la femme, du bébé, mais jamais d'eux. Au mieux, de couple. Parfois, on parle de couple. Mais d'eux, comment ils se sentent en tant que futurs pères? Est-ce qu'ils ont des peurs particulières? Est-ce qu'ils sentent d'être présents à l'accouchement? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on leur impose quasiment d'être là. Tous les pères devraient être là. Mais en fait, est-ce qu'ils sont émotionnellement prêts? C'est quand même très intense en termes d'émotions, c'est bouleversant, ça peut vraiment être traumatique pour eux aussi. On voit aussi une augmentation des dépressions postpartum chez les pères. Et moi, je ne pense pas que ce soit anodin. Je pense que c'est juste qu'on leur met dans une situation où, en fait, ils sont censés apprendre sur le tas et c'est censé être inné, et pas du tout. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité, le fait que les pères jouent ce rôle-là. Donc, ils n'ont pas le bagage qu'il faut en eux. Certains, ils se débrouillent bien. Ils ont de la chance, ils se débrouillent bien. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, et puis c'est vrai qu'on en parlait en préparant l'interview, les mamans, même parfois en détresse, ont des ressources. Pour le coup, il existe tout un tas d'outils et de personnes auxquelles elles peuvent se référer. Pas les pères, pas forcément. En tout cas, c'est plus compliqué, hein, c'est ça. Oui, non, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'espace pour eux. Et c'est ça qui m'a bouleversée quand j'ai lancé les interviews pour le podcast. C'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était la première fois qu'ils partageaient leur vécu à eux, sur la grossesse, l'accouchement, des fausses couches. Parce qu'on me demande toujours comment ça s'est passé. Ils vont raconter « Ah, ma femme, elle a vécu ça, ça, ça et ça, alors mon bébé », mais eux-mêmes, leur vécu, on ne pose pas la question. Et du coup, je me retrouvais avec des hommes face à moi qui pleurent, qui me demandent d'arrêter l'enregistrement parce que c'est trop intense, parce que c'est la première fois qu'ils le partagent. Et je trouvais ça vraiment bouleversant, en fait, parce que c'est... C'est triste même. Oui, c'est triste, oui. Tu parles aussi d'un village qui n'existe plus. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, les papas ont un peu remplacé ce village. C'est ça, quand on dit village, c'est qu'avant, on avait les grands-parents à côté, on avait les voisins, tout le monde se connaissait, on s'entraidait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Oui, c'est ça. En fait, avant, il y avait les familles qui étaient plus proches. Maintenant, c'est un peu éclaté. Les voisins qui osaient venir frapper à la porte et demander « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» ou alors apporter un petit plat. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y avait aussi beaucoup de transmissions entre femmes. On se transmettait des astuces sur l'allaitement, sur l'accouchement. Aujourd'hui, on a même plus ces connaissances entre femmes parce que le taux d'allaitement il est très faible, parce qu'on accouche de manière souvent médicalisée, donc on maîtrise moins de choses. Et du coup, il n'y a plus cette transmission et le père, il va venir prendre tout ce rôle de soutien, d'accompagnant, alors qu'il n'a pas forcément déjà les connaissances, ni forcément l'énergie, parce que remplacer tout un village, il faut quand même beaucoup d'énergie. Et en plus, en leur demandant tout ça, on leur empêche aussi un petit peu d'être dans une démarche introspective, parce qu'eux aussi, ils sont en train de naître en tant que père. Mais est-ce qu'ils ont le temps de s'en rendre compte, en fait, de vraiment vivre cette naissance de leur paternité sans être à droite ou à gauche en train de gérer plein de choses, en train de soutenir leur partenaire. Je trouve qu'il manque cet espace-là pour eux aussi. Dans les premiers podcasts que tu as pu enregistrer, quels sont les principaux témoignages qui te reviennent? C'est l'intensité de certains moments.
qui sont parfois anodins. Par exemple, il y a un père qui, je n'ai pas compris tout de suite, il a pleuré beaucoup et il ne m'expliquait pas trop pourquoi, parce qu'il n'arrivait pas à le dire, mais en fait, son bébé, il n'a pas respiré à la naissance. On a dû le frotter un petit peu, voilà. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement normales. Un bébé, quand il naît, en fait, au début, il respire par le cordon ombilical. Il n'a pas forcément vocation ça dépend de sa naissance, mais à respirer dans la seconde. Et ça, c'est des choses qui, normalement, ne devraient pas faire paniquer. Mais comme il ne savait pas, en fait, il a paniqué et ça a duré juste quelques secondes, mais il n'avait jamais pu partager l'intensité de ce moment et le fait que ça a été traumatique pour lui, de craindre pour la vie de son bébé qui venait de naître. Il me disait, mais même ma femme, elle ne s'est pas rendue compte et je n'ai pas voulu lui dire parce que je ne voulais pas lui gâcher ce moment, en fait. Donc même avec sa femme, il n'avait pas partagé ce moment-là. Et un autre, il a beaucoup pleuré aussi parce qu'il a vécu, et en fait le bébé il avait une anomalie, ils ont dû faire une interruption médicale de grossesse. Et déjà qu'on n'accompagne pas beaucoup les femmes, mais les pères alors, dès qu'il y a des fausses couches, des interruptions médicales de grossesse, il n'y a rien pour eux, ils n'existent pas. Déjà, déjà les femmes, pas beaucoup, mais là c'est encore pire. Et là il a pleuré parce que vraiment, il s'est senti très, très seul. Il n'arrivait même pas à accompagner sa femme dans sa souffrance, en fait. Parce que lui-même, il n'était pas accompagné dans la sienne. Voilà, il y a parfois des tensions qui commencent à se créer, par exemple. Il y a un couple sur deux qui envisage de se séparer dans l'année qui suit la naissance de leur bébé. Et donc... C'est ça qui est fou parce que un couple sur deux qui envisage de se séparer, c'est quand même énorme. Et finalement, on ne s'intéresse pas plus que ça au pourquoi, quoi. C'est ça, on s'intéresse, on l'accepte presque comme une fatalité. En fait, j'ai eu des gens qui me disaient, mais c'est comme ça la vie, un enfant, ça passe ou ça casse. Mais non. On peut se préparer quand même, on ne peut pas juste compter sur la chance, on peut se préparer, on peut renforcer le couple avant la naissance, on peut préparer le père pour qu'il soit plus solide, pour qu'il soit aussi plus en mesure de soutenir la mère, et un bébé peut être accueilli dans des conditions plus sereines que ça, je trouve. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il n'y a pas... On voit ces chiffres-là, comme le fait que le suicide soit la première cause de mortalité des jeunes mamans aujourd'hui, en France, ce qui est choquant. Ben on le considère comme une fatalité. Il n'y a rien qui est fait là-dessus. Je trouve ça incroyable. Tu me parlais aussi que finalement, quand on se marie, on prépare le mariage 1 an à l'avance et que la naissance, alors la mère, évidemment, le vit... à minima 9 mois avant, on va dire. Mais pour le père, souvent, c'est de la... Est-ce qu'on peut dire que c'est de la dernière minute ? Ça dépend des pères, je ne veux pas stigmatiser non plus. Mais oui, il n'y a pas... Surtout, ce qui est choquant, c'est qu'on ne leur dit pas qu'il faut qu'ils se préparent. On leur transmet le message contraire. C'est tu vas voir sur le tas, on fait des blagues entre potes, tu vas voir. Mais personne ne leur dit qu'il faut qu'ils se préparent. Et donc, même s'ils songent à se préparer, ils se disent je ne suis pas dans la norme, parce que normalement, on n'a pas besoin. C'est inné. Si je dois me préparer, c'est parce que j'ai un truc qui cloche en moi, en fait. Ils vont se poser des questions par rapport à eux. Et donc, c'est ça qui est bizarre, c'est que le message de la société soit ça. Et effectivement, par rapport au mariage, on peut se poser la question. On passe parfois plus d'1 an à préparer un mariage, un couple. On dépense beaucoup d'argent. Pour une naissance, ça devrait être encore plus, en fait. On devrait se préparer plus et on devrait aussi investir dans de l'accompagnement, dans des outils pour être sûr on ne peut jamais être sûr, mais au moins pour avoir plus de chances que ça se passe bien sereinement pour le couple, en fait. Il y a urgence, donc on l'a compris, à mieux préparer les papas, les futurs papas. Qui devrait le faire aujourd'hui, selon toi ? Pour moi, c'est un enjeu de santé publique et sociétal, donc ça devrait être intégré à la préparation à la naissance. Mais comme on voit, quand on regarde ce qui est proposé déjà juste pour les mamans en préparation à la naissance, c'est pas suffisant, les sages-femmes n'ont pas les moyens. Je ne vois pas de solution aujourd'hui, en fait. C'est pour ça aussi que je me suis lancée, c'est parce que
je vois pas de réponse de la part des pouvoirs publics, du monde médical là-dessus. Ouais, non. Parfois, j'ai des retours de femmes qui me disent non, mais ça va, c'est les mamans qui en ont besoin, c'est pas les pères. Et ok, j'entends ça, mais en fait, moi, je fais ça pour les mamans. C'est en soutenant les papas qu'on peut mieux soutenir les mamans, parce qu'il y a un truc qui manque là, et on a besoin d'un pilier, on a besoin de quelqu'un qui, pendant qu'on est en montagne russe d'hormones, garde un peu la stabilité et peut vraiment nous soutenir. Et aujourd'hui, c'est difficile en fait. Merci beaucoup, Susanna. On voit bien que la tâche est immense. En tout cas, ton podcast Gardien de la naissance, lui, est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite évidemment très vite à aller l'écouter, hein, homme ou femme d'ailleurs. Merci à vous. Si vous êtes futur papa ou si quelqu'un autour de vous s'apprête à le devenir, eh bien, n'hésitez pas à partager cet épisode et le podcast de Susanna. Je vous dis à très vite.